Alors, bonjour à tous et à toutes. On va attendre peut-être encore quelques instants parce que je vois qu'il y a encore des gens dans la salle d'attente là, qui s'apprêtent à se joindre à nous. Alors, je vais demander à tous les participants, dans un premier temps, de ne pas allumer leur caméra ni leur micro. Nous allons pouvoir le faire lorsque vous serez en atelier un peu plus tard, en sous-groupe. Là, vous pourrez à ce moment-là allumer vos caméras ainsi que vos micros, mais pour le moment, on vous demanderait donc de les éteindre. Bon, alors, je vois que le chiffre, le nombre de participants se stabilise depuis donc quelques secondes. Alors, écoutez, soyez les bienvenus. Je suis extrêmement honoré de pouvoir travailler avec vous aujourd'hui dans le cadre de cet atelier-ci, l'atelier 2 portant sur l'accessibilité aux études supérieures pour les étudiants des premiers peuples. Donc, tous les participants, je le répète, on vous demande pour le moment, hein, d'éteindre vos caméras ainsi que vos micros et vous pourrez réouvrir tout ça dans les ateliers de travail auxquels nous vous convierons un peu plus tard au cours de cet atelier-ci. Donc, le réseau de l'Université du Québec, l'Université Laval et les nombreux partenaires donc, du Forum national sur la réconciliation 2021 sont heureux de vous accueillir à cet atelier portant sur l'accessibilité aux études supérieures pour les étudiants des premiers peuples. Vous qui êtes déjà sensibilisés aux réalités autochtones, dans la plupart des cas, savez qu'il On le voit y a sur beaucoup, l'écran. il y a beaucoup d'irritants, beaucoup de contraintes qui se placent comme obstacles à l'accessibilité aux études supérieures pour les étudiants des premiers peuples. Et cet atelier-ci, donc, sera l'occasion, avec les gens que nous aurons sur le panel, de discuter et de voir les options, au fond, qui s'offrent à nous pour tenter de favoriser un plus grand accès donc, aux études supérieures de nos étudiants des premiers peuples. Alors, l'atelier sera d'une durée de 90 minutes. Les caméras et les micros des participants sont fermés ou on vous le demande de le faire. Un service d'interprétation est offert, il est maintenant disponible. Alors, pour ceux qui voudraient l'obtenir, ce service-là, vous avez au bas de l'écran une icône qui indique interprétation. Alors, vous cliquez dessus et en cliquant dessus, ça va vous demander est-ce que c'est le français ou est-ce que c'est l'anglais. Alors, à votre choix, donc, et vous aurez accès immédiatement au service d'interprétation. Ensuite de ça, ben, afin d'interagir avec les participants et les participantes, nous vous invitons à utiliser la zone de clavardage et on a deux personnes qui le gèrent actuellement et vous pourrez donc échanger entre vous dans cette zone-là. La deuxième partie de l'atelier sera consacrée aux échanges entre vous et c'est à ce moment-là que vous serez invité à vous diriger dans une salle Zoom et je vous donnerai les détails donc un petit peu plus tard au cours de cet atelier-ci. Et je voudrais également vous mentionner que l'activité que nous tenons actuellement, c'est une activité qui est enregistrée. Alors donc, un webinaire préparatoire sur la thématique de l'accessibilité aux études supérieures pour les étudiants des premiers peuples s'est tenu le 4 février dernier. Alors, c'est lors de ce webinaire que nous avons eu la chance d'accueillir notamment Kathleen Jourdain, qui est coordonnatrice du programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et les Inuits au Québec. Kathleen était accompagnée pour ce webinaire-là de Christopher Fletcher, qui est professeur titulaire et directeur du programme de maîtrise en santé publique à l'Université Laval. Et nous avions également Madame Prudence Annis, qui est directrice de l'institution Kiona. Alors, leurs présentations ont permis d'éclaircir des enjeux et d'envisager des pistes de solutions pour que les universités soient davantage accessibles aux étudiants des premiers peuples. Si vous avez manqué ce webinaire, il est possible de le visionner à partir du site web du Forum national sur la réconciliation, dont le lien apparaît ou apparaîtra dans quelques secondes là, dans le chat de notre Zoom. Alors, le voici. Alors, pour ceux qui voudraient obtenir la possibilité de le visionner, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien-là. Il est aussi possible de consulter différentes pistes et références en lien avec la thématique en vous référant au Padlet dont le lien est également placé dans la section clavardage.
Donc, en lien avec le thème du forum, hein, qui est de, au fond, s'engager dans les pas des étudiants des premiers peuples, on va commencer cet atelier-ci par le visionnement d'une capsule vidéo, tout à fait excellente d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de regarder, qui présente les expériences et les perspectives de 11 étudiants et étudiantes qui sont diplômés, qui proviennent de chacune des nations autochtones au Québec sur la thématique. Alors, je demanderai à l'équipe technique de maintenant procéder au visionnement de cette capsule vidéo et je vous reviens tout de suite après. The education provided in the North doesn't prepare the students when they go to Montreal. If they want to study, let's say, in a medical field or a science field, what is being taught up north, there still needs to be a lot of work done within the school board, within curriculum development. I know it's not easy. It doesn't happen overnight. It's not only the school board, it has to be the region, the province. I honestly don't think the fact that it's far is a good enough excuse because it doesn't matter how far you are, we deserve the same type of education students get in the South. Moi, j'ai dû quitter ma communauté pour étudier. Je suis pleinement consciente qu'il y a plein de personnes dans la même situation que moi. Je me souviens encore hier, j'ai une cousine qui a fait son droit à l'Université de Montréal et je me souviens encore qu'elle partait de Picogan avec son fils. Pendant un examen, j'allais garder son fils dans un parc pas loin ou dans le stationnement et après son examen, elle remontait à Picogan. Donc, tu sais, c'est vraiment une gymnastique complexe. De ne pas quitter sa communauté et d'étudier ou quitter complètement pour étudier. Donc, dans un cas ou dans l'autre, ça demande beaucoup d'ajustement. When I was 15 years old, we moved to Montreal. And my parents were hoping that this would allow me and my brother to maybe go to post-secondary education, you know, to CEGEP, work, or do whatever we wanted to do. So my parents chose to send me to school in French. They were hoping that it would give me more opportunities that would enable me to work eventually and to just, you know, live in Quebec comfortably. And because of that, I did not go to school in the community, and I did not learn Cree because of that also. So we spoke English at home, and then I went to school in French, and my father traveled a lot and worked a lot, so I never had the opportunity to learn Cree. Sans être de la discrimination, sans être du racisme ou de la discrimination pure directe, je considère pareil que j'ai eu à affronter différents défis, notamment quand je me suis inscrite à mon doctorat. Mon premier réflexe, moi je vous l'ai dit, mon sujet de recherche, c'est les femmes, la surreprésentation des femmes autochtones dans le système carcéral. Donc, j'ai étudié 25 ans, j'ai travaillé 25 ans dans les services correctionnels, en criminologie. Mon premier réflexe, ça a été de demander à être admise en criminologie. On m'a refusé parce que ma maîtrise ne comportait pas de mémoire. Je trouvais ça particulier parce que j'ai fini ma maîtrise avec une moyenne de 4.1. Quand même, 4.1 sur 4.3, c'est bien. Là. Je le savais que c'était bien. Puis j'avais écrit une longue lettre en disant que je savais bien que ce critère-là était demandé, mais que j'avais quand même un essai. J'avais écrit un essai et que mes 25 années en service correctionnel et le fait que j'étais une Première Nation qui connaissait sa culture pouvaient, selon moi, être des éléments à tenir en considération pour être admise dans un doctorat sur ce type de recherche-là. Ça n'a pas été considéré, donc ça a été un refus. Je voyais que j'avais quand même déjà, que je commençais à avoir déjà une expérience en intervention, puis que je voulais peut-être rester dans ce domaine-là, tu sais,
Fait que j'ai commencé à regarder des programmes qui offraient mettons, des certificats à l'université, un programme en intervention psychosociale. Fait que je me suis dit, je vais essayer. Je n'avais pas trop d'espoir, mais parce que je me disais, j'ai pas fait mon cégep, j'ai pas complété mon cégep. Fait que, mais quand j'ai regardé les admissions, là, les conditions d'admission, ben là, ils demandaient quand même 6 mois d'expérience de travail, plus 21 ans et plus, puis en tout cas. Fait que j'ai tout fait ça, j'ai fait ma demande. Fait que, puis quand j'ai eu la lettre d'acceptation, là, j'étais vraiment content quand j'ai vu que j'avais été acceptée. Je me suis inscrite à plusieurs programmes, puis mais le bac en travail social, ça a été mon premier choix, mais dans ma tête, je ne vais pas être prise parce que c'est un programme contingenté. Donc là, je me suis inscrite à des certificats. Au pire, si je ne peux pas aller au bac, je vais faire un certificat, puis ça va être correct quand même, là, juste pour débuter. Mais j'étais quand même surprise d'être acceptée, là. L'accessibilité, c'est en termes des plages horaires aussi. Hein, de pouvoir avoir comme nous à l'ENAP, on a des cours les vendredis et samedis. L'accessibilité, c'est aussi au niveau de permettre l'apprentissage à distance. Là, on n'a pas le choix avec la COVID, mais on était déjà à l'ENAP, on était déjà dans ce mode-là. Donc, chacun régionalement, les gens assistaient aux cours, puis ça en sauve des heures de route, là, parce que faire la route entre Abitibi, Montréal, en plein hiver, c'est pas toujours très, très joyeux. Au niveau de la flexibilité, il faut considérer aussi les modes d'évaluation flexibles. Parce que des dissertations, là, quand le français c'est ta langue seconde ou ta troisième langue, c'est pas facile. Puis, dans un cours d'administration, si tu demandes des dissertations, je ne suis pas sûre que tu évalues la compétence en administration. Tu es en train d'évaluer comme tu es un rédacteur. Les étudiants adultes, qui sont des gestionnaires, donc des employés à temps plein, qui ont des gens à leur charge, qui ont des familles. Faut trouver des façons innovantes d'évaluer. Puis c'est un défi, ça, je suis certaine, là, parce que les gens ne veulent pas un diplôme à rabais. Les gens veulent un diplôme qui va honorer les compétences qu'ils ont acquis. You know, like, okay, the only real option I have here is Laval University. It's in French. Do I really have that capability in French? I was like, okay, you know what? Screw it. Oh, let's see where it goes. I did what I had to do. I had to do the language tests and wrote up as best I could a personal statement of why I wanted to do this. And I swear I was closing my eyes when I hit send for my application to go through. I was like, I didn't know what was going to come of it, but I got into the Santé Communautaire program with the Faculty of Medicine. So for me, it was great. But I honestly had no idea what I was getting into. I didn't know what it meant. I didn't know what it was going to be, what it was going to come up with as an end product. Puis quand j'ai fini mon certificat l'année passée, puis en plus de ça, des notes que j'avais, c'est vraiment, je ne peux pas me vanter, là, mais c'est ça. J'avais des bonnes notes, fait que j'étais bien contente. Puis là, je me suis dit, waouh, je suis capable, je vais continuer. Parce que en fait, mon but aussi, c'était, je m'en allais juste chercher un certificat. Je m'étais dit, ça va me suffire, un certificat au moins. Je me suis dit, je pense que je vais faire un autre certificat.
Puis j'ai commencé à regarder comment qu'on fait pour avoir un bac par cumul, parce que c'était ça mon objectif après. Je me suis dit, je pense que je vais aller chercher. C'est un autre défi que je me donnais. Puis ce que j'aimais aussi, c'était divisé en différents blocs. Donc, obligé de dire, ah ben là, moi, je m'engage là, jusqu'à la maîtrise. Donc, c'était par petites bouchées, le micro-programme, le programme court, le DESS, puis ensuite la maîtrise. Donc, on peut y aller vraiment au fur et à mesure, puis c'est parfait, ça, pour ma réalité. Moi, j'ai été après ça aux adultes. Puis c'est là que j'ai été au CDFM. Il y a eu un déclic là, dans ma tête parce que c'était une autre forme d'apprendre. Puis j'étais avec c'était juste des Autochtones en plus. Là, je me sentais vraiment dans mon élément. Puis aussi, ben, on avance, nous, à notre rythme. C'était impossible dans le passé. Personne ne croyait, surtout quand j'étais au pré-secondaire, que j'arriverais jusqu'à là. Donc, j'ai refait mon secondaire au complet avec maths forte et tout. J'ai terminé mon secondaire aux adultes pas loin de en 1999 ou 2000. Puis, si on fait un calcul, ça fait des années, beaucoup d'années scolaires, puis j'ai jamais lâché l'école. J'ai toujours réussi à tenir. Je sais pas comment j'ai fait, mais je pense que j'ai jamais voulu donner raison au monde qui ne croyait pas en moi, puis j'ai toujours voulu me battre. Et là, vient le lien avec le Centre d'amitié autochtone. On a une nouvelle intervenante qui est arrivée, une nouvelle monitrice, qui est une Huron-Wendat et qui coachait une équipe de cheerleading. Donc, ma passion du cheerleading, elle est venue au moment où elle m'a incité à faire partie de l'équipe. Et donc, je suis allé à un entraînement et j'ai adoré. Donc, c'était quelque chose que je ne savais pas qu'elle allait développer autant de passion en moi, mais qui m'a tracé un chemin non seulement vers le sport, mais également vers l'université, vers le cégep, donc vers le post-secondaire. Ce qui m'a motivé à aller à l'école aussi, c'est justement le préjugé sur les Premières Nations qu'on est des abandonneux, qu'on abandonne l'école. Donc, j'ai toujours entendu « Ah, les Premières Nations, on le sait bien, ils sont pas top, on le sait bien, ils lâchent l'école, on le sait bien, ils sont pas motivés. » Donc, d'entendre ça, ça me faisait un peu mal. Et en même temps, je me disais « Ouais, mais je vais leur prouver que c'est pas vrai. Moi, je suis capable d'aller à l'école, je suis capable d'être autochtone et d'avoir un diplôme. » When it was time to start applying for Concordia, I had a lot of input from professors and help. If I had any questions, they were willing to answer them. And the guidance counselor at CUNA was absolutely amazing. She helped me with my application for Concordia, and that was just an amazing experience. Concordia also has amazing support with their Aboriginal Resource Center. I absolutely loved it there. I think if they did not have their Aboriginal Resource Center, I think I would have dropped out by the end of my first semester at Concordia. Mon enjeu, c'était est-ce que je peux étudier de chez moi, parce que j'habite en réserve, j'habite près de la région de Montréal, à l'UQAT. Moi, j'ai 4 enfants, donc c'était difficile pour moi d'imaginer déménager tout mon monde. C'est possible avec les formations en distance. Aujourd'hui, on fait des petits miracles avec Skype et tout ça. Donc, on s'est fait un genre de plan de match et me voilà, je suis en train de compléter, je viens de compléter mon examen doctoral, donc j'étais à la mi-parcours de mon doctorat en études autochtones. Culture, tradition, Wendat m'a beaucoup aidé. Tout mon parcours, c'est que je suis aujourd'hui, je le dois à ma famille qui m'a beaucoup aidé, qui ont cru en moi, ma conjointe, puis je les appelle aussi des poteaux, des gens qui ont été là pour moi tout au long là, du primaire jusqu'à l'université, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus me chercher, qui m'ont dit hey, ça serait bien que tu continues, me semble que tu as du potentiel. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas cru en moi, il y a beaucoup de monde qui ont cru en moi. Et ça a fait en sorte que je suis arrivé sur ce que je suis aujourd'hui.
Alors voilà, superbe vidéo qui, au fond, à travers les témoignages de ce qu'on vient d'entendre, au fond, me rappelle, nous rappelle des caractéristiques ancestrales des cultures des différentes nations, hein, le courage, le sens de l'initiative, la débrouillardise et beaucoup la résilience. Et ça a été le fait des premiers peuples depuis des décennies, depuis des millénaires, et les étudiants qu'on vient d'entendre s'inscrivent dans cette trajectoire-là culturelle propre aux Premières Nations. Bravo. Alors donc, nous allons maintenant se diriger tranquillement vers le panel de discussion, mais j'aimerais d'abord vous présenter une messagère. La messagère, ça, c'est elle qui va prendre les notes et qui aura la responsabilité un peu plus tard donc, de voir les grandes idées là, qui seront dégagées de cet atelier-ci. Et elle pourra, lors de l'événement de la cérémonie d'engagement, être le porte-parole, au fond, de cet atelier-ci. Et cet engagement, cet atelier-là, ou enfin cette cérémonie-là de l'engagement aura lieu le 23 septembre à 13h30. Donc, il s'agit d'Amélie Lainé, Madame Amélie Lainé, qui est ici avec nous, qui est directrice des partenariats et des programmes au regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec et donc va agir à titre de messagère. Bienvenue Amélie, merci d'être présente. Et voilà, on vient de la voir apparaître à l'écran. Alors donc, Amélie plutôt a la responsabilité de bien dégager les grandes trajectoires et les grandes orientations de cet atelier-ci. Alors donc, voilà, lors de l'appel à l'engagement qui a été lancé en juin dernier par les hôtes de l'événement, il y a eu plus de 38 propositions qui ont été reçues de la part de différentes universités canadiennes, québécoises et d'organisations autochtones. Nous tenons d'ailleurs à saluer cette manifestation d'engagement pour favoriser une meilleure prise en compte des réalités des premiers peuples dans l'environnement postsecondaire. L'ensemble de ces engagements-là sont accessibles sur le site web de l'événement qu'on va voir apparaître, si ce n'est déjà fait, le lien qui pourra vous amener vers cet outil-là d'information. Alors aujourd'hui, bien, nous avons la chance de discuter avec 4 personnes engagées. Alors, eux, ils vont, à travers leurs expériences, nous entretenir au fond sur le thème de l'accessibilité. Alors, on en a 4, je vais vous les présenter maintenant et au moment où je vais les présenter, je vais leur demander d'allumer leur caméra ainsi que le son. Évidemment, quelque chose de bien important si on veut vous entendre forcément. Donc, on a présent aujourd'hui M. François Deschênes, qui est le recteur de l'Université du Québec à Rimouski. Et le projet d'engagement de l'Université du Québec à Rimouski porte sur comment favoriser, au fond, l'accessibilité aux études postsecondaires des membres des premiers peuples sur le territoire de la Côte-Nord. Nous avons également M. Mario Brûlé, qui est conseiller en soins infirmiers, formation à rôle élargi. Alors, on vient de voir apparaître M. Brûlé. Donc, il est du département régional de la santé Conseil CRI, de la santé des services sociaux de la baie James. M. Brûlé va nous parler du projet d'engagement qui concerne l'accréditation d'une formation en rôle élargi pour les infirmières CRI, un tremplin universitaire. Nous avons également Caroline Desbiens, qui est professeure titulaire à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Alors, Madame Desbiens, soyez la bienvenue. Et elle va donc nous parler du programme de formation des gardiens du territoire. Et enfin, nous avons Annie Bergeron, qui est conseillère à la communauté étudiante autochtone à l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue, Annie. Alors donc, l'accès au programme contingenté à l'UQAM pour les étudiants et les étudiantes autochtones, c'est le thème donc de ce que Mme Bergeron pourra discuter avec nous. Alors donc, il n'y a pas d'ordre, vous le savez, chers membres du panel. Alors, le premier qui est prêt à y aller, vous y allez. Mais j'ai d'abord une question à vous soumettre et j'aimerais ça vous entendre au fond et on aimerait ça vous entendre parler de votre engagement. D'abord, en quoi cet engagement que vous allez discuter permet de favoriser
L'accessibilité aux études supérieures pour les étudiants des premiers peuples et en quoi, au fond, il répond aux enjeux évoqués par les ambassadeurs. Alors, à vous la parole, celui ou celle qui est prêt à y aller. S'il n'y a personne, je peux plonger peut-être. Merci, M. Picard. Donc, François Deschênes, recteur de l'UQAR. Tout à l'heure, M. Picard nous présentait comme des personnes engagées. Je pense que ce que je veux que l'on retienne après ma présentation, c'est une université engagée. Donc, au-delà de la personne, il y a toute une équipe. Je pense que c'est important. Pour vous situer un petit peu avant de présenter l'engagement, ce qu'il faut bien comprendre, puis si vous avez regardé le portrait qui a été fait par le Bureau de la coopération interuniversitaire sous la présidence de Joanne Jean, la présidente de l'UQ, l'Université du Québec à Rimouski, dans son histoire, il y a relativement à ce jour peu d'étudiantes et d'étudiants des premiers peuples qui ont fréquenté nos murs. Et aussi, il y a eu peu de personnes employées qui provenaient de ces communautés. Et quand on faisait ce constat-là, un des éléments qui est ressorti tout à l'heure, d'ailleurs, dans la présentation qui nous a été faite, est la question de la distance géographique de nos campus par rapport aux communautés. Et on s'est dit, on peut très certainement faire plus, faire mieux, et ça a été très rapidement notre souhait. Et il y a une opportunité qu'on a travaillé depuis quelques années qui a été récemment créée. C'est que depuis l'annonce au printemps dernier, vous en avez peut-être entendu parler, l'UQAR aura une antenne permanente universitaire à Baie-Comeau, ce qui faisait que la notion de distance géographique, mais dans le fond, on se rapproche. On a désormais une proximité accrue. Et la naissance de cette antenne-là s'est faite en partenariat déjà avec le Cégep de Baie-Comeau, qui est un partenaire de premier plan, et les élus. Et l'engagement, ce que je vous présenterai tout à l'heure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, ce sera un engagement aussi avec des partenaires du milieu. Donc, grâce à cette proximité-là, combinée à une volonté ferme de notre part de se rapprocher des communautés autochtones, les premiers pas que l'on fait, qui sont entamés, est de se rapprocher des communautés Innu de Pessamit et des Sipit dans un premier temps, étant donné la proximité de Baie-Comeau. Et dans ce contexte-là, l'esprit dans lequel on s'inscrit, c'est de travailler avec. Et je l'inscris en majuscule ici, avec ces communautés. En fait, ce qu'on veut, ce n'est pas arriver avec des solutions, c'est d'être capable de co-construire des solutions qui seront adaptées, qui prendront en compte les enjeux qu'on entendait tout à l'heure, de flexibilité, de langue et tout ça. Donc ça, c'est important pour nous dès le départ, de travailler avec les communautés. Autre élément, le « avec » en majuscule, j'en parlais tout à l'heure, avec le Cégep. Si on pense à l'accès aux études universitaires, avant les études universitaires, bien souvent, il y a les études collégiales. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment être capable de travailler sur ce continuum du secondaire, le Cégep, dans ce cas-ci avec le Cégep de Baie-Comeau, et ensuite l'université l'UQAR qui sera à Baie-Comeau, de sorte de favoriser l'accès et de la poursuite des études. Et évidemment, je pense qu'aussi on est dans le réseau de l'UQ, il y a une richesse au sein de ce réseau d'universités du Québec. Il y a plusieurs constituantes qui ont une longue expérience. Et comme membre de ce réseau, on veut aussi s'inspirer des bonnes pratiques, ce qui a été fait ailleurs. Donc peut-être qu'en apparence, on avait un certain retard, étant donné les conditions tout à l'heure que je mentionnais, mais on pense qu'avec cette volonté, le travailler en collaboration et le soutien qu'on aura dans nos réseaux et à travers la communauté et les partenaires, je pense qu'on sera capable de faire des pas rapides. Et dans ce contexte-là, pour y arriver, un des éléments importants, c'est qu'on très rapidement, on y travaille présentement avec les communautés, on peut former un comité conseil, comme je le disais tout à l'heure, on est déjà en action pour le créer, mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment être en mode co-construction. On veut que les solutions qui vont émaner de tout cela vont résulter de la démarche et les succès, ce ne seront pas les succès de l'UQAR, ça va être des succès conjoints, des succès avec les communautés, des succès avec les cégeps, donc des actions qui vont être élaborées et réalisées ensemble pour l'accessibilité, mais aussi, puis on le voyait tantôt dans les vidéos, toute la question de la persévérance et la réussite tout au long du parcours que je décrivais. Donc, d'ores et déjà, dans les engagements avec le Cégep, il y a tout le volet d'être capable de travailler plus spécifiquement du côté, dans un premier temps, un projet
en travail social qui débuterait au cégep pour favoriser un continuum à travers notre bac en travail social qui serait décentralisé à Bécomo. Et dans ce cas-ci, avec des places réservées justement pour les gens qui viendront des communautés, des premiers peuples. Puis ensuite de ça, bien, une université, il y a plusieurs volets dans notre mission. Il y a le volet formation, le volet recherche, le volet service à collectivité. Bien, parallèlement à ça, pour intéresser des jeunes à venir à l'université, mais aussi à l'idée de la science, de la recherche. Il y a un programme qu'on est en train de mettre sur pied, donc, c'est une bourse d'initiation scientifique. Il y a sur la côte nord un petit bijou qui s'appelle la station Wapishka, une station de recherche qui est un modèle à suivre en termes de collaboration entre la communauté de Pessamit et la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka. Donc, nous, l'UQAR, on a une entente avec cette station qui est aussi en partenariat avec l'Institut nordique du Québec. Et donc, l'idée est un programme de bourse qui nous permettra de dire, bien, les élèves ou les étudiants d'origine autochtone qui veulent aller réaliser, mener des recherches, collaborer à une programmation de recherche à la station pendant l'été. Mais dans le fond, s'ils poursuivent leurs études après, bien, nous, on dit qu'on pourrait avoir un programme de bourse qui encourage cette découverte-là et la continuité. Évidemment, j'ai beaucoup parlé d'exemples concrets à travers les programmes de bourse, mais il y a une autre dimension très importante pour nous, c'est de se dire, l'engagement qu'on prend, c'est de se dire, je le disais tantôt, c'est pas juste une personne engagée, je me présente devant vous aujourd'hui, mais il y a toute une équipe derrière. Il y a d'ailleurs Mélanie Gagnon qui est à nos murs, c'est un chantier qu'elle porte à coup de bras, qui mobilise beaucoup de gens. Donc, l'idée, c'est d'être capable de aussi former à l'interne, informer et former les membres de notre communauté universitaire, du personnel, pour qu'on soit capable à terme de réellement favoriser une intégration harmonieuse et valorisante des étudiants et des étudiants des premiers peuples. Donc, c'est le grand objectif. Donc, l'idée, bâtir tout cela sur une relation de confiance, de proximité, de réciprocité entre, oui, l'UQAR, mais les communautés Innu que je mentionnais tout à l'heure, Pessamit et Sipid, mais également avec les partenaires du milieu qui seront des acteurs. Donc, ça, je pense qu'en présentant la chose ainsi, ça permettait de répondre à comment favoriser cette accessibilité, l'accompagnement vers la persévérance, mais aussi l'autre dimension que vous posiez comme question, est-ce que ça répond à des enjeux qui ont été soulevés dans la vidéo? Je pense que oui, j'ai au fil de ma présentation insisté ici et là. Évidemment, vous voyez, là, on est en train d'y travailler, mais très activement, et déjà dans les prochaines semaines, prochains mois, je pense qu'on devrait avoir des premiers résultats. Donc voilà, je m'arrêterai ici, je demeurerai évidemment disponible. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Deschênes, très inspirant. Un peu révolu cette époque de faire pour. Hein? Maintenant, vous l'avez bien dit, c'est de travailler avec. Alors, merci de votre présentation. Madame Desbiens, je pense que vous êtes prête à y aller. Alors, à votre tour, si vous voulez. Merci. Oui, bien sûr. Je pensais que ça pouvait bien s'attacher à ce qui vient d'être dit par M. Deschênes. Je m'excuse, j'ai une extinction de voix qui se prépare, alors je vais faire de mon mieux là pour partager quelques propos avec vous. Bien, il a été question de distance géographique, alors je pensais que ma présentation pouvait quand même bien s'inscrire là, dans ce qui vient d'être dit par M. Deschênes, parce que c'est vraiment le cœur de notre engagement là, à l'Université Laval. D'élargir, on pourrait dire, là, les murs de l'Université Laval et donc de repenser les lieux de l'enseignement et de redonner davantage là, au territoire là, une plus grande place dans les enseignements. Donc, quelques mots sur l'initiative à laquelle je participe, donc qui structure là, cet engagement dont je veux faire part aujourd'hui. Mais je participe depuis quelques mois, là, comme M. Deschênes, là, en équipe avec plusieurs acteurs au développement d'un certificat, d'un programme de certificat. On ne sait pas encore si ça va être un micro-programme, un certificat, alors tout est à définir, mais qui tournerait autour d'une formation gardien de territoire.
Et donc, l'initiative à l'Université Laval s'inscrit dans le plan en action avec les premiers peuples, donc qui a été réfléchi là, collectivement, qui a été lancé et aussi avec un grand coup de pouce là, avec l'aide de Michèle Audette, qui est maintenant coordonnatrice là, pour la réconciliation et l'éducation des étudiants autochtones. Alors, le mouvement des gardiens de la Terre, c'est une manière de s'engager parce que c'est un mouvement qui est déjà vraiment porté par les Premières Nations et pas seulement au Québec, mais dans toutes les provinces du Canada et aussi à l'international. Donc, notre objectif à l'Université Laval, ce serait de créer une formation gardien de territoire qui allierait les savoirs autochtones et les savoirs universitaires et pour mieux outiller ceux et celles qui participent déjà dans leur communauté là, à la gestion et la protection de leurs terres traditionnelles. Donc, on peut dire que dès le départ, c'est une démarche là, qui est tout à fait inscrite dans cette volonté d'autodétermination, donc de faciliter, comme le disait M. Beauregard dans les documents qui ont été partagés là, pour le forum, donc de faciliter l'accomplissement de cette responsabilité culturelle que les Premières Nations ont envers leurs terres. Donc, ce mouvement-là des gardiens autochtones, il s'inscrit vraiment à l'échelle nationale à travers l'initiative de leadership autochtone qui permet aux communautés de jouer un rôle essentiel là, dans l'aménagement, la planification territoriale. Donc, à l'Université Laval, on peut dire qu'on débute là, ce qui va sûrement être un assez long portage, là, mais de façon très, très connectée avec cette initiative qui est déjà portée par les leaders autochtones du mouvement Gardien de territoire. Donc, à ce jour, un état de situation a été réalisé sur les différentes approches et champs d'action des gardiens de territoire au Québec, parce que même si le mouvement Gardien de territoire est bien implanté, notamment dans l'Ouest canadien, au Québec, on n'avait pas une très bonne idée là, de quelles sont les actions et les responsabilités des gardiens de territoire, quels sont les programmes qui sont déjà en place dans les communautés. Donc, cet exercice-là a été fait il y a quelques mois, cet exercice de consultation. Et à partir de cette évaluation des besoins, bien, l'Université Laval est davantage en mesure d'identifier quel apport elle pourrait avoir à ce mouvement-là qui est déjà en marche. Donc, on a constaté que les gardiens de territoire au Québec sont appelés à travailler dans différents milieux, que ce soit les territoires familiaux, les aires protégées, les parcs nationaux et même dans des régions plus urbanisées hein, pour faire valoir la présence et les savoirs autochtones, là, même dans des territoires qui sont tout à fait là, accaparés par d'autres usages. Hein, ce n'est pas seulement dans les territoires traditionnels. Mais même s'il y a une grande diversité de responsabilités, ce qu'on constate dans cet état de situation qu'on a fait, c'est que le mouvement des gardiens de territoire est vraiment fondé sur une vision autochtone du territoire. Et de cette vision-là découle une approche de protection et de responsabilité là, envers la terre. Alors, pour résumer là, rapidement notre engagement, c'est assez large. Mais je pense que s'il faut en saisir là, le cœur, c'est que l'Université Laval, en avançant avec les partenaires autochtones dans cette mise en place d'une formation pour outiller les gardiens de territoire, c'est de travailler à ce que le territoire, les savoirs et les valeurs qui lui sont associés soient vraiment transversales à toute la pédagogie et aux enseignements qui vont être dispensés dans le cadre d'un éventuel certificat. Donc, même si les professeurs de l'Université Laval vont être appelés donc à participer aux enseignements, on prend cet engagement que ce soit les savoirs issus du territoire et les aînés qui possèdent ces savoirs-là, qui soient les leaders dans ce qu'on souhaite mettre en place. Donc, c'est un chemin qu'on débute, là. Il va sûrement être assez long, mais je pense que jusqu'à maintenant, on a un leadership qui est extraordinaire. Donc, il s'agit pour l'Université Laval juste de s'inscrire dans ce qui est déjà très bien défini là, par nos partenaires autochtones.
Alors, Tinashkinitin, Miigwech. Merci, merci beaucoup, Madame Desbiens. C'est aussi inspirant et rassurant de vous entendre dans cette reconnaissance du savoir autochtone, un savoir qui, pendant trop longtemps, a été complètement évacué et négligé dans les perspectives de faire les choses maintenant différemment. Donc, merci beaucoup. Alors, qui de Annie Bergeron ou de M. Brûlé y va? Annie, alors Annie, à vous la parole. Oui. Kwekassinou, bonjour. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Annie. Moi, je suis Inou de Mastéiach par ma mère. J'ai grandi à Chicoutimi, donc je grandi en milieu urbain, puis je suis à Montréal depuis 2007. Puis en ce moment, je suis conseillère à la communauté étudiante autochtone à l'UQAM. Je suis aussi une ancienne étudiante de l'UQAM. Je suis diplômée au bac et à la maîtrise. Donc, c'est un peu dans cette posture-là que je viens de parler aujourd'hui. Puis, l'engagement qu'on avait proposé, c'est un engagement qu'on a proposé en collaboration avec Doris Farget, qui est professeur en droit à l'UQAM, et Chante-René Ordic, qui est professeur en travail social. Je les salue d'ailleurs. Et je tiens juste à dire que je ne suis pas nécessairement une experte des programmes de droit et de travail social, c'est des questions pointues, mais je vais quand même vous présenter là, les grandes lignes de ce qu'on voulait présenter. Donc, en termes d'accessibilité, notre engagement met en valeur l'importance d'ouvrir des places réservées pour les étudiants dans des programmes qui sont difficilement accessibles là, en temps normal, puis lutter contre ces barrières-là à l'accès. Donc, c'est ultimement dans l'objectif d'avoir plus de professionnels autochtones qui aient accès à des programmes qui sont normalement là, difficilement accessibles là, et aussi mieux reconnaître leur expérience, leur savoir pour pouvoir intégrer ces programmes-là. Mais aussi comment le simple fait d'ouvrir des places, c'est pas suffisant parce qu'il va rester quand même des barrières. Donc, même si on ouvre des places pour des étudiants, quand les étudiants intègrent le programme, ils peuvent vivre d'autres difficultés, d'autres enjeux dans l'intérieur de l'université. Donc, ça peut être au niveau du contenu des cours, ça peut être le type d'évaluation, le milieu en tant que tel, là, comme le milieu de la ville de Montréal, c'est une très grande ville, ça peut être très éloigné des communautés, ça peut être le soutien financier, le soutien en général, les services. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que la démarche fasse partie d'un tout. Il faut que les milieux soient accueillants et sécuritaires pour les Premières Nations. Il faut que, dans le fond, les actions soient cohérentes à plusieurs niveaux. On veut que les acteurs travaillent ensemble dans la même direction là, pour que ce soit la réconciliation, la décolonisation. Et ces personnes-là qui travaillent là, à ouvrir des places, à faire des changements dans les programmes, mais qu'eux aussi se sentent outillés et soutenus dans cette démarche. Donc, la deuxième chose qui était importante dans notre engagement, c'était cette idée de collaborer, de partager, de travailler ensemble, de s'écouter, d'échanger à travers même l'université, dans le fond, briser un peu les silos entre les différents programmes, les différents départements, puis même si les universités, c'est des institutions qui sont parfois rigides, puis c'est difficile d'inclure tout le monde dans la démarche. Mais ce qu'on veut, c'est le plus possible travailler ensemble de façon cohérente. Donc, pour parler un petit peu de ce que le programme de droit fait déjà. What it's already doing, and so we have 7 places. 4 étudiants autochtones par année sur la base de leur expérience. Donc, il y a un comité là, qui est formé de diplômés autochtones, d'étudiants autochtones et d'autres personnes en droit qui vont procéder à l'évaluation des candidatures pour accueillir les étudiants. Puis, on a aussi développé un programme d'accueil pour ces étudiants autochtones-là. Donc, il y a un comité d'accueil, puis il y a aussi une équipe d'étudiants homologues qui sont des étudiants qui sont plus avancés dans le programme de 2e et 3e année, qui vont accompagner là, les nouveaux étudiants là, dans leur parcours.
Il y a aussi eu des formations là, pour les professeurs sur les réalités autochtones, puis des réflexions là, sur les enjeux autochtones, sur la place des perspectives autochtones dans le droit, des choses comme ça. Puis, en travail social, dans le fond, il débute une démarche aussi du genre. Il y a maintenant 2 places réservées pour les étudiants autochtones dans leur contingent. Puis, ils sont aussi en train de réfléchir finalement à comment décoloniser une partie de leur programme, offrir plus de place pour les perspectives autochtones, avoir plus d'enseignement de personnes autochtones là, dans leur programme. Donc, pour la petite histoire, c'est que finalement, les 2 personnes m'ont contacté là, depuis que je suis en poste pour qu'on puisse réfléchir à différents enjeux. Puis moi, je me suis dit que ça serait bien que ces personnes-là se parlent. Donc, finalement, qui profitent de l'expertise, pas de l'expertise, mais des expériences que l'autre a vécues, puis finalement, on peut s'en tirer profit de chaque côté, même quand on est dans des disciplines qui sont différentes. Puis c'est aussi des choses que ce n'est pas les seules personnes dans l'université à avoir ces réflexions-là. Finalement, il y a plusieurs personnes dans l'université qui peuvent commencer à différents niveaux, qui vont commencer à avoir des réflexions sur ces enjeux-là, mais ça ne savent pas comment s'y prendre. Donc, le but un peu, c'est de faire la liaison de ces personnes-là, de peut-être développer des espaces communs où on puisse réfléchir, travailler ensemble, tout en gardant les étudiants au cœur de la démarche. Donc, moi, en faisant partie de cette démarche-là, je travaille aussi avec une liaison avec ce que les étudiants veulent, ce que les étudiants vivent comme difficulté, comme qu'est-ce qu'ils voient dans le programme, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir, leurs aspirations. Donc, c'est un petit peu le lien que je fais aussi quand j'écoutais la capsule, quand j'écoutais les étudiants aussi, les diplômés de Kimina dans l'atelier Préforum hier. Est-ce que je suis un petit peu nerveuse? Puis là, je m'étais écrit un texte, puis là, je suis toute perdue dans mon texte. Mais finalement, l'idée, c'était vraiment l'idée de collaborer, travailler ensemble, puis de briser là, cette impression de travailler ça dans notre coin, d'avoir vraiment une démarche qui va être cohérente, qui va faire partie d'un tout, pour que vraiment le milieu devienne un milieu sécuritaire. Je vais m'arrêter là, puis si je retrouve mes idées, là, je reparlerai par la suite. Bien, Annie, vous êtes la seule à penser que vous êtes mêlée parce que c'est très clair ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Un autre projet qui fait appel à la collaboration, qui fait appel au partenariat. Je pense que vous l'avez tous très bien exprimé jusqu'à maintenant. Puis Annie s'inscrit également dans cette trajectoire-là du partenariat. Merci beaucoup, Annie. Donc, il nous reste M. Brûlé. À votre tour, M. Brûlé. Oui, bonjour à tous. Watcha, a quick way. I will start in English just for the first minutes, and after I will speak in French. So I'm Mario Brûlé. I'm nurse counselor for le Conseil CRI de la santé et Conseil CRI de la santé et services sociaux de la Baie James. Je travaille pour la direction des services professionnels de l'assurance qualité here in Baie James. We train already for more than 30 years, extended role for nursing. So, qu'est-ce que le extended role for nursing? C'est ici les infirmières qui travaillent dans le territoire Iuichi, c'est le territoire CRI. Ils ont assumé un rôle professionnel qu'on appelle rôle élargi. Il y a eu plusieurs travaux, notamment avec l'Ordre des infirmières qui a été fait il y a plus de 20 ans sur cette réalité-là. C'est la même réalité à peu près dans toutes les communautés autochtones du Québec et du Canada. Alors, comme je disais, ils ont déjà l'expérience de former les gens ici depuis une trentaine d'années. Actuellement, nous sommes arrivés à un programme, il y a 2 personnes qui assument la formation. Là, en dessous de l'écran, c'est inscrit Roxane Aubé.
Vous voyez bien que je ne suis pas Roxane. Roxane, c'est ma collègue. On est deux. Moi, je suis professeur retraité de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, où j'ai passé les 15 dernières années. Avec la COVID, je suis revenu au travail et finalement, je me suis réinvesti dans la formation avec les Autochtones. Et Roxane Aubé est doctorante de l'UQAT. Alors, ensemble, on a repris, en fait, on a continué les travaux qui étaient déjà faits pour la formation des infirmières autochtones et non autochtones pour assumer le rôle élargi. Je vous parle encore quelques minutes de c'est quoi le rôle élargi, puis ensuite notre projet. Alors, le Creel Board est très fier de la formation dont il donne pour être capable d'assumer ce rôle-là. Ici, à l'intérieur du Creel Board, on pense aussi qu'on est pas mal les leaders dans tout le Canada au niveau du programme de formation. Ici, les infirmières, on leur montre à faire le questionnaire, l'évaluation clinique avancée, l'examen physique avancé, la capacité de poser, d'avoir des impressions cliniques, pour dire les mots justes, et d'arriver à des ordonnances collectives. C'est souvent, sont plus se rapprochent du travail des infirmières praticiennes. Le programme existait bien avant que les infirmières praticiennes soient légales au Canada, au Québec, devrais-je dire. Alors voilà, fiers de ce qui est arrivé ici, de la formation. Nous autres, ce qu'on propose, c'est qu'on est arrivé à un programme qu'on croit de très haut standard. Je connais très bien le milieu universitaire pour y avoir enseigné. J'étais professeur en pratique avancée, en sciences infirmières pratique avancée. Je connais très bien ce milieu-là et je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant à offrir. Le défi, nos infirmières autochtones qui ont passé à travers à peu près tout ce qu'on a entendu à date, très heureux d'ailleurs d'entendre que certaines universités veulent assouplir, s'adapter, répondre à leurs besoins. Bon, ces gens-là, nous, c'est le milieu plus médical, vous l'avez entendu. Alors maintenant, j'ai été mandaté pour essayer d'aller dans un appel à l'action. Alors, tous les universités qui sont intéressées sont invitées à communiquer avec moi, qu'elles soient francophones ou anglophones. Puis, on va voir comment on peut travailler ensemble. Ce qu'on souhaite, ce qu'on a pensé comme programme, on s'est fait un plan. On pense que notre formation en rôle élargi, qui est de haut standard, pourrait servir d'assise pour entrer dans un programme, probablement par la reconnaissance de ces crédits-là. On fait des examens d'entrée, des examens à milieu, des examens à la fin. Vraiment, je le répète, j'en suis convaincu parce que c'est moi qui le donne avec ma collègue Roxane Aubé puis d'autres personnes qui viennent ensemble. Mais on passe plusieurs semaines avec elles avant de leur donner comme une certification à l'interne. Mais je pense que là, on est en 2021. On veut faire reconnaître le savoir scientifique et intellectuel, puis qui est tout à fait de niveau universitaire. Bien, je saurai bien m'asseoir avec les gens qui seront prêts à le faire. Dans le fond, c'est l'objectif principal, c'est venez nous voir. Là, c'est le milieu qui vous parle. Je sais que je dénote un peu aujourd'hui parce que je ne représente pas l'université. C'est trois universités qui ont pris la parole avant nous. Mais cognez à ma porte, je vais aller vous rencontrer. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Là, c'est le milieu. Je suis vraiment mandaté par la direction. On veut passer à un autre niveau. On est prêt. Il y a plusieurs outils qui sont développés à l'interne. Je connais bien l'autre côté du milieu universitaire. Je peux vous dire que le travail est fait. On va être de très bons partenaires. Et puis, il y a toutes sortes d'autres petites choses qu'on peut faire aussi pour rendre attractif l'intérêt pour l'université d'avoir à travailler avec nous. Je veux féliciter des gens que je suis nouveau là, dans le forum, mais j'ai entendu, j'ai écouté finalement 2 fois ce qui a été présenté avant. Ces étudiants-là, toutes les préoccupations qu'ils ont décrites pour arriver aux études universitaires de premier, deuxième, troisième cycle, en petits blocs, dans leur langue, prendre considération de leur réalité. C'est vraiment, ça représente exactement ce qui se passe ici. Puis nous, on s'inscrit là-dedans, on veut travailler avec elles.
on croit fermement que les leaders de demain, ça va être elles, eux. Il y a souvent beaucoup de femmes dans le milieu soins infirmiers. Ces femmes ou ces hommes, c'est eux les futurs leaders. Puis je crois que nous, ce qu'on a comme tous ensemble comme collectivité, c'est de les aider à arriver à une formation universitaire de pas rien de gratuit, de haut niveau, de haut standard, puis qu'ils puissent assumer leurs responsabilités comme il se doit. Donc, moi, je crois que ça vient de mon cœur. Évidemment, vous pouvez voir dans ma face que je suis plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière, mais ça serait un excellent héritage que les universités pourraient offrir aux Premières Nations, que d'ouvrir les portes, de faciliter l'intégration à partir de l'inscription. Comment on s'inscrit, comment on formule une inscription, qu'est-ce qu'on peut reconnaître dans vos savoirs, parce que ces milieux-là, je peux parler plus du milieu CRI, a déjà donné des formations de très haut standard, à voir qu'est-ce qui est possible d'allumer, puis ensuite, tranquillement, les amener à développer de nouvelles compétences. Et puis, l'éloignement, je vous parle aujourd'hui de Watmagustu, qui est la clinique la plus éloignée de la baie James, la plus au nord. J'espère que ma voix s'entend bien. Ça n'a pas coupé. Fait que c'est facile aujourd'hui. J'entendais M. Deschênes, toutes les universités, Laval ont déjà pris de l'avance là-dedans, l'UQAM à Montréal. Aujourd'hui, là, on ouvre une caméra et on est capable de suivre de la formation. Puis quand il y a un moment ou un besoin de se déplacer, on est capable d'organiser ce qu'il faut pour déplacer nos gens puis d'aller suivre la formation s'il y a un bout qui doit être fait ailleurs. Alors voilà, c'était une invitation à tous. Venez cogner à ma porte, Mario Brûlé, à commercial, SS, etc., dans les adresses habituelles du gouvernement. Merci. Merci beaucoup, M. Brûlé. Merci à M. Deschênes, Mme Desbiens, Mme Bergeron. Extrêmement intéressant de vous entendre, rafraîchissant, inspirant. Je pense qu'au-delà de vos engagements respectifs, vous avez mentionné des conditions que moi j'appelle des conditions de base à la réussite de vos projets. Et si vous me permettez, je vais les formuler dans mes propres mots à moi. Vous avez parlé beaucoup de la collaboration, vous avez parlé du partage, de la reconnaissance d'abord des irritants, des contraintes, des obstacles, la reconnaissance des identités, la reconnaissance des savoirs autochtones que vous voulez aussi considérer dans l'émergence de vos projets. Le mot partenariat est revenu souvent, faire des ponts, respecter un esprit d'ouverture au fond, hein, c'est ce que j'entendais de votre part. Tenter de développer des espaces communs de partage, de réflexion. Monsieur Deschênes disait tout à l'heure, c'est pas de faire pour ou de faire sans, c'est de faire avec. Hein, c'est ça qui est important. Alors, et vous avez tous, au fond, c'est ce que j'entendais dans vos présentations, hein, c'est ce désir-là de répondre aux besoins de nos étudiants et étudiantes des premiers peuples. Extrêmement intéressant. Je vous remercie beaucoup.